History knows those examples when Goliath fails and David wins, right? I really wish us to be another one. Quand j'étais petit, pour moi, la guerre, c'était un truc de livre d'histoire. C'était la guerre de 100 ans, les grandes guerres napoléoniennes, la première et la seconde guerre mondiale. En fait, pour moi, la guerre, c'était un truc super lointain, qui existait que en noir et blanc et auquel je serais sûrement jamais confronté. Bon, en grandissant, j'ai compris que la guerre, c'était pas seulement un truc des siècles passés. La guerre, on entend parler tout le temps, dans les journaux, à la télé, à la radio. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, les guerres en Libye, le conflit israélo-palestinien. Mais toutes ces guerres me paraissaient encore loin. Je me sentais pas directement concerné par ces conflits jusqu'au 24 février 2022. Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine. La guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien. La mañana de este jueves 24 de febrero, los europeos se despertaron con la noticia de que Rusia llevaba a cabo una operación militar en Ucrania. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'1 an que la Russie a envahi l'Ukraine. Alors oui, la guerre est toujours assez loin de nous, mais elle se rapproche. Elle est aux portes de l'Union européenne et elle a des conséquences directes sur nos quotidiens. J'avais envie de mieux comprendre ce conflit russo-ukrainien. Comment cette guerre impacte la population restée sur place? Quelles batailles les Russes et les Ukrainiens sont-ils en train de mener à quelques milliers de kilomètres de chez nous? Depuis plusieurs mois, j'avais très envie de me rendre en Ukraine pour voir de mes propres yeux comment ça se passe là-bas et surtout vous le raconter. Et puis, je sautais pas vraiment le pas. Faut dire que je suis pas reporter de guerre, et c'est pas franchement anodin. Mais justement, cette guerre militaire, cette guerre armée n'est que la face émergée du conflit. Alors avec mon équipe, on a décidé de couvrir une guerre plus discrète, plus cachée, dont on sait moins de choses. Je voulais vous filmer et vous raconter l'autre guerre en Ukraine. Coucou les gars, c'est Gasp, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit message vocal pour vous faire une proposition un peu chelou. Voilà, on m'a proposé de partir en Ukraine la semaine prochaine et j'ai très envie d'en faire un reportage. Une grosse vidéo pour la chaîne principale, je pense que c'est important. Et alors, ma proposition est un peu singulière. Pour un gros projet comme ça, je ne vais pas le faire tout seul, je vais avoir besoin d'aide. Et j'aimerais beaucoup vous proposer à tous les deux de m'accompagner. Voilà. Faudra me donner une réponse assez rapide. Pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. Je vous en dis plus quand j'en sais plus. Mais vous pouvez m'appeler dès que vous avez ce message. Je vous embrasse. Ciao. Pour ce reportage, je suis pas parti seul. Louis, derrière la caméra, et Max, mon producteur, sont venus avec moi. Leur mission, c'était de partir à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pour prendre quelques images et préparer le terrain. Pendant que, de mon côté, je partais d'abord à Odessa, une ville portuaire au bord de la mer Noire, pour plus tard les rejoindre à la capitale. Mais pour préparer un reportage en zone de guerre, il faut prendre quelques précautions. Assurer un équipement de sécurité, au cas où, gérer les assurances, les transports, ou encore s'équiper contre la cybercriminalité, et je vous assure que c'est pas une mince affaire. Alors Surfshark VPN, qui est un partenaire de longue date de mon travail, m'a aidé à financer ce reportage. Et je vous en parle 2 secondes. Surfshark, c'est un VPN, donc un Virtual Private Network, un réseau privé virtuel quoi. Et voilà comment il nous a été très utile avec mon équipe pendant ce reportage. En Ukraine, et on va longuement y revenir dans le doc, la cyberguerre fait rage. Les hackers russes ciblent beaucoup de journalistes et de personnel diplomatique qui sont donc obligés d'avoir recours à des outils comme des VPN. En gros, Surfshark VPN crypte nos données en ligne et contribue à sécuriser nos informations personnelles, surtout quand on utilise les réseaux Wi-Fi publics gratuits. C'était notre cas dans la gare de Kiev, d'Odessa ou dans les différents hôtels qu'on a fait. Mais évidemment, pas besoin d'aller jusqu'en Ukraine pour ça. En France aussi, les réseaux Wi-Fi publics peuvent être dangereux. Bon, et puis Surfshark VPN vous permet aussi de gérer votre localisation. Il masque la localisation de votre adresse IP, qui est l'équivalent de la signature géographique de votre ordi. Il vous permet de changer votre localisation virtuelle à plus de 100 pays différents, afin que vous puissiez contourner la censure et les restrictions géographiques. Si vous allez en Russie par exemple, Insta, WhatsApp, Facebook, tout ça est interdit et avec un VPN, vous pouvez y avoir accès. Avec ce code promo Gaspard, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits. Je vous mets le lien dans la description. Encore merci à Surfshark VPN de soutenir ce reportage et mon travail.
Bon, et une fois l'équipe et le matériel constitués, il a fallu s'y rendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de vol direct Paris-Kiev. C'est un peu plus galère que ça pour aller en Ukraine. De mon côté, j'ai pris un avion de Paris jusqu'à Chisinau, en Moldavie, puis une voiture blindée pour rouler jusqu'à Odessa, ma première étape. De leur côté, les gars sont d'abord allés à la frontière polonaise, puis ont pris le train de nuit qui dure plus de 12 heures pour aller jusque Kiev. On peut dire que pendant le trajet, j'avais du temps à tuer, alors je me suis dit que j'allais en profiter pour bien revoir les bases et comprendre comment ce conflit a commencé. Ma plus grande crainte, c'est surtout de pas savoir gérer la caméra. Peut-être que ce vlog sera pas le plus beau que vous ayez vu de votre vie, mais comme dirait Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. On fait avec la culture qu'on a. Déjà, il faut savoir que le territoire ukrainien, au cours de son histoire, a été sous l'influence de plusieurs grandes puissances. Il a été notamment aux mains des Polonais, de l'Empire d'Autriche, et à partir de la fin du XVIIIe siècle, l'autorité russe s'est étendue progressivement sur le territoire. Mais en 1917, l'Empire russe s'écroule. La République populaire d'Ukraine voit donc le jour et tient bon 5 ans jusqu'en 1922. Cette année-là, l'Ukraine est intégrée à l'URSS. Au début, sous Lénine, le fondateur de l'URSS, une politique d'ukrainisation est mise en place. Donc par exemple, c'est la langue ukrainienne qu'on utilise officiellement dans l'enseignement et dans l'administration du territoire. Mais à la mort de Lénine, en 1924, c'est Staline qui prend la tête de l'URSS. Il établit un régime totalitaire, y compris sur le territoire ukrainien, où il fait marche arrière et fait tout pour russifier la zone. Son but, c'est vraiment d'éliminer tous ceux qui se considèrent comme ukrainiens. Par exemple, rien qu'en 1933, 6 millions d'Ukrainiens meurent d'une famine provoquée par le dictateur communiste à cause des politiques économiques et agricoles qu'il a mises en place. Staline mène aussi une campagne de répression politique sur le territoire ukrainien en faisant exécuter des intellectuels, des artistes ou des personnalités politiques. Le cauchemar des Ukrainiens prend finalement fin en 1991. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire retiendra peut-être que c'est le jour de Noël que l'Union soviétique a définitivement disparu. Son dernier représentant, Mikhail Gorbatchev, a annoncé sa démission ce soir à la télévision. Ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Avec l'effondrement de l'URSS et la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, dont les nouvelles frontières sont dessinées, l'Ukraine est un pays de plus de 600 000 km², c'est un peu plus que la superficie de la France. En 1991, ce sont un peu plus de 90% des Ukrainiens qui votent pour l'indépendance du pays. Le désir profond de s'émanciper de la Russie est palpable. Mais d'abord l'Ukraine qui a sauté à pieds joints sur l'indépendance en décembre dernier. 91% de oui au référendum. Même les Russes d'Ukraine ont voté pour. Bon. Il faut quand même noter qu'en Crimée, la péninsule ukrainienne située dans la mer Noire, à l'est de l'Ukraine et au sud-ouest de la Russie, les habitants ne sont que 54% à voter pour cette indépendance. 54%, c'est donc la majorité, mais par rapport aux autres régions ukrainiennes, c'est assez bas, c'est même le chiffre le plus bas du pays. En fait, il s'explique notamment par le fait que la Crimée est plus proche culturellement de la Russie que le reste de l'Ukraine, notamment parce que plus de 90% de la population y est russophone, une grande partie des nationalistes ukrainiens ayant été tués pendant la grande famine des années 30. Je suis né ici, je suis de Crimée et je ne me sens pas ukrainien, disent manifestants. Je veux qu'on soit autonome ou qu'on rejoigne la Russie. Ce qui fait que la Crimée a un statut un peu particulier. C'est une république autonome au sein de l'Ukraine, ce qui veut dire qu'elle a son propre gouvernement, ses propres institutions et gère son propre plan budgétaire. Mais bon, les habitants de Crimée restent des citoyens ukrainiens. En 2004, les tensions commencent à se faire sentir. Cette année-là, il y a une élection présidentielle en Ukraine. Les deux candidats favoris sont Viktor Yanukovych, qui est un candidat pro-russe, et Viktor Yushchenko, qui est un candidat pro-européen. Alors, le pro-russe est déclaré vainqueur, mais rapidement, les résultats sont contestés. C'est le début d'une période qu'on appelle la Révolution Orange. Une révolution marquée par des manifestations qui accusent le gouvernement de fraude électorale. Ce mouvement est tellement massif que les résultats sont annulés et qu'un nouveau second tour est organisé. Finalement, c'est Viktor Yushchenko, le candidat pro-européen, qui est élu président de l'Ukraine. Et ça
ça marque un vrai tournant dans l'histoire du pays. La coopération entre l'Ukraine et les pays de l'Union européenne est ainsi renforcée jusqu'à l'année 2010 qui marque la fin de la présidence de Viktor Yushchenko. Cette année-là, c'est Viktor Yanukovych, son opposant pro-russe, 6 ans plus tôt, qui l'emporte. Au contraire de son prédécesseur, lui n'est pas pour un rapprochement avec l'Union européenne. Et fin 2013, il refuse de signer un accord dont le but est de renforcer les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, ce qui mène donc à une nouvelle crise politique. On est 10 ans après la révolution orange, c'est le début de la révolution de Euromaïdan, aussi appelée la révolution de la dignité. Ce nom d'Euromaïdan fait référence à Maïdan, qui est une grande place à Kiev où on a été, et qu'on appelle aussi la place de l'indépendance. Encore une fois, des manifestations massives s'organisent un peu partout en Ukraine pour exiger une politique davantage pro-européenne. Ce mouvement mène alors à la chute du président en cours, Viktor Yanukovych, le 22 février 2014. En Crimée, la chute du président pro-russe fait débat et la tension monte entre les habitants pro-russes et les partisans de la révolution. Dès le 27 février, ce qu'on appellera des petits hommes verts, des soldats russes qui ont retiré leur insigne pour qu'on ne sache pas qui ils sont, envahissent la Crimée. En seulement une quinzaine de jours, ils arrivent à prendre le pouvoir sur la péninsule. L'Ukraine qui dénonce une invasion armée de son territoire par la Russie, car après le Parlement de Crimée, ce sont 2 aéroports de cette même région qui ont été pris par des hommes en armes. Qui sont ces hommes? D'où viennent-ils? À la mi-mars 2014, un référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie est organisé en Crimée. Il est approuvé par 96,6% de la population. Mais ce référendum est considéré comme illégitime par Kiev et les Occidentaux. Il y a une pseudo-consultation de la population en Crimée. Il ne peut pas y avoir une consultation organisée sur une partie du territoire sans que le gouvernement du pays en question ait été associé à l'organisation de ce scrutin. C'est pourquoi la France, comme l'Union européenne, ne reconnaîtra pas la validité de cette pseudo-consultation. Mais qu'en pense Vladimir Poutine, le président russe? Il s'en fout un peu. Et le 18 mars, la Russie officialise l'annexion de la Crimée. L'Ukraine et la communauté internationale ne reconnaissent pas cette annexion, et plusieurs sanctions occidentales contre la Russie sont appliquées. Bon, depuis 2014, les relations russo-ukrainiennes ont dégringolé. En mai 2014, Petro Poroshenko devient le nouveau président ukrainien. Lui est en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, une alliance politique et militaire entre des pays européens, les États-Unis et le Canada. En 2019, 5 ans plus tard, c'est un nouvel homme qui arrive à la tête de l'Ukraine. Cet homme, vous le connaissez, c'est un acteur et humoriste très populaire là-bas. Et il s'appelle Volodymyr Zelensky. Zelensky, lui aussi, souhaite que l'Ukraine adhère à l'OTAN et à l'Union européenne, et il promet pendant sa campagne de mettre fin au conflit à l'est de l'Ukraine, dans la région russophone du Donbass, et rappelle que la Crimée doit être récupérée par l'Ukraine. Bref, tout ça fait que les tensions entre la Russie et l'Ukraine montent progressivement jusqu'au 24 février 2022. Я не бачу. Ой, Боже. Держи меня, ладно? По возможности. Ой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Je m'en souviens, à la rédac, on parlait que de ça, du retour de la guerre en Europe. Plus d'un an après, il est très difficile d'établir un bilan précis des pertes humaines, mais ce qui est certain, c'est qu'il est lourd. Très lourd. En février 2023, la Russie disait avoir perdu près de 6000 soldats. L'Ukraine, elle, estimait que le bilan était d'environ 143 000 soldats russes tués. Côté ukrainien, le gouvernement russe affirmait que plus de 61 000 soldats ukrainiens avaient été tués, tandis que le gouvernement ukrainien estimait ce chiffre à 13 000. Bon,
Clairement, il y a une bataille de chiffres. Chaque camp essaye de minorer ses pertes. Au niveau des civils, toujours en février 2023, soit un an après le début de l'invasion, plus de 7000 civils ukrainiens auraient été tués dans le pays et plus de 11 000 Ukrainiens auraient été blessés selon un bilan de l'ONU, probablement en dessous des chiffres réels. Et toujours selon l'ONU, plus de 8 millions d'Ukrainiens auraient quitté leur pays pour fuir en Europe. Sur 43 millions d'habitants, ça représente quand même pas loin d'un habitant sur 5. C'est le plus grand mouvement de réfugiés sur le continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré son isolement sur la scène internationale, Poutine utilise deux arguments principaux pour expliquer son refus de mettre fin à cette guerre. Déjà, il est contre la volonté ukrainienne d'intégrer l'OTAN. Pour lui, si ça se faisait, cela permettrait à l'organisation d'encercler géographiquement la Russie. Il préfère donc que l'Ukraine reste un pays tampon. Et l'autre point mis en avant par Vladimir Poutine, c'est son envie de dénazifier l'Ukraine, qui procéderait à un génocide contre les Ukrainiens russophones. En gros, Poutine se présente comme le libérateur des Ukrainiens opprimés par un gouvernement néo-nazi, ce qui est dans les faits complètement absurde. Bon, je crois qu'on a fait un bon état des lieux de la situation. Retour sur le terrain. À ce moment-là, il est 20h, je viens d'arriver en Moldavie, plus précisément à la capitale, Chisinau, une des rares portes d'entrée vers l'Ukraine. Pendant ce temps, Max et Louis viennent de passer la frontière ukrainienne. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Oh my god. Explique-moi, où est-ce que vous êtes les amis? Donc là on est dans un train en Pologne et on est à quelques secondes de passer la frontière ukrainienne. Comment ça va? C'est quoi l'ambiance? L'ambiance est assez spéciale. On a fait la queue pendant plus de 2 heures pour rentrer dans le train. Il y avait une foule. C'était très très bizarre. Et le train a mis beaucoup de temps à partir. Il y a des gens qui passent en uniforme, des militaires. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Bon, et vous, ça va? C'est le moral. Enfin, c'est. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Oh putain. Ah, putain. Bon, un point sur la situation avant de me coucher. Mon équipe est en Ukraine, ça y est. Ils sont dans un train de nuit. Et que bah là, je viens de recevoir une alerte à la bombe. En fait, tout le territoire est en alerte. Tout le territoire ukrainien est en alerte. Donc, mon équipe aussi. Bon, j'ai pas trop de nouvelles de Max. Je suis un peu inquiet parce que Kiev n'a pas été bombardé depuis des semaines. On nous a dit que c'était super chill de venir, etc. Mais enfin, je me suis jamais dit en Ukraine, je vais filmer un moment où je vais être dans un shelter. Et peut-être que ce sera pas le cas. On va voir si on passe entre les raids aériens. Et il faut vraiment que j'aille me coucher parce que c'est cata. Forcément, quand on pense à un conflit militaire, on pense à des chars, des soldats. La guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre de territoire qui se joue à coups de batailles sanglantes, mais elle a aussi d'autres facettes un peu moins connues du grand public, et c'est ça que je suis venu couvrir avec mon équipe. 5h58, départ pour Odessa. Bon, il est 8h et on est devant la frontière moldave-ukrainienne. Il n'y a pas tant de sécurité que ça. Hello. Hello, ça va? Ça va? Vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Je suis dans un duty free à la frontière là. Ok. Vous êtes encore en train pour combien de temps? 10 minutes. Ok, ça va? Vous avez bien dormi? Ouais. Ouais. Ouais, c'est relatif quoi, c'est relatif. Ok.
La dernière fois que j'ai allumé ma caméra, j'étais encore en Moldavie. Et là, depuis quelques heures, je suis à Odessa. C'est la 3e plus grande ville d'Ukraine. Odessa, c'est une ville portuaire de la mer Noire, dans le sud-ouest du pays où habitent environ 1 million de personnes. En fait, avant le début de la guerre, la ville était assez connue des Ukrainiens, et même des Moldaves. C'était un petit peu, en fait, ici, la Côte d'Azur de la région. Mais Odessa est surtout connue pour habiter 3 ports. Le port d'Odessa, celui de Tchornomorsk et le port de Yuzhny. Et vous vous en doutez bien, ces 3 ports font qu'Odessa est une ville hyper stratégique. Concrètement, il faut savoir que jusqu'au 24 février 2022, Odessa, c'était la plaque tournante du commerce ukrainien. En fait, quasiment toutes les marchandises, qu'elles entrent en Ukraine ou qu'elles en sortent, passaient par l'un des ports d'Odessa. C'est donc une ville hyper importante pour la survie économique du pays. Pour vous donner quelques chiffres, ce sont par les ports d'Odessa que sont importés 100% du pétrole ukrainien et que sont exportés 100% des produits agricoles du pays. Il faut savoir que l'Ukraine est un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales dans le monde. Pour vous donner une idée, avant la guerre, le pays était le premier exportateur mondial d'huile de tournesol. C'était le 5e producteur mondial de maïs et il exportait 12% du blé au niveau mondial. C'est pas rien. D'ailleurs, depuis le début du XVIIIe siècle, on surnomme l'Ukraine le grenier à blé de l'Europe, et même parfois du monde. Mais la Russie aussi est riche en blé, et à eux deux, la Russie et l'Ukraine concentraient en 2021 30% du commerce mondial de blé. Et environ 400 millions de personnes à travers le monde dépendaient de ce blé. Le problème, c'est que l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a provoqué une chute considérable des exportations de céréales notamment, en bloquant pendant un long moment les ports d'Odessa. Près de 22 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation sont toujours bloquées en Ukraine en raison de la guerre. Un chiffre qui pourrait tripler d'ici l'automne alors que de nouvelles récoltes ont commencé. Vous vous en doutez, ce blocus a eu un impact économique désastreux sur l'Ukraine. Mais le truc, c'est que ce blocus imposé par la Russie a aussi eu un vrai impact sur le reste du monde et notamment sur les nombreux pays qui dépendent aujourd'hui des exportations ukrainiennes. Якщо через російську блокаду ми не зможемо і надалі експортувати наше продовольство, якого якраз не вистачає зараз на глобальному ринку, світ очікує жорстока продовольча криза і голод. Concrètement, une fois que l'Ukraine a été contrainte de freiner ses exportations, la situation a vite dégringolé. Certaines denrées devenaient de plus en plus rares et donc les prix ont tout simplement explosé. En juillet dernier, par exemple, le prix du blé avait augmenté de 60%. Avec le blocage des ports d'Odessa, il y avait donc un vrai risque de crise alimentaire mondiale, surtout dans les pays qui dépendent presque exclusivement des exportations de l'Ukraine. Par exemple, j'ai des chiffres, il faut savoir que le Pakistan et la Somalie importent plus de 80% de blé depuis l'Ukraine. Le Liban, 60%, la Tunisie, l'Algérie et la Libye importent eux 40% de blé depuis l'Ukraine. Bon, je ne vais pas vous donner les statistiques de chaque pays impacté, mais clairement, il y en a beaucoup. Si bien que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait expliqué craindre que la guerre en Ukraine provoque un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. Il était donc nécessaire que l'Ukraine et la Russie trouvent un accord pour reprendre les exportations. Et finalement, le 22 juillet 2022, un accord est signé à Istanbul par la Russie et l'Ukraine sous la supervision de la Turquie et de l'ONU. En gros, sans rentrer dans les détails, cet accord qui est entré en vigueur le 1er août 2022 a permis la mise en place de couloirs sécurisés pour pouvoir faire passer des cargos marchands en mer Noire et les deux pays ont dû s'engager à ne pas les attaquer. Cet accord, il a d'abord été prévu pour 120 jours, soit 4 mois. Alors, dès le 1er août, on a pu voir des cargos entrer et sortir des ports d'Odessa, ce qui a permis de facto une baisse des prix des produits agricoles dans le monde. En novembre 2022, l'accord a été prolongé à nouveau pour 4 mois, mais mi-mars 2023, les Russes ont commencé à émettre des réserves. Concrètement, ils ont accepté de signer à nouveau cet accord, mais cette fois-ci, seulement pour 60 jours. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladı. La Russie pose donc un ultimatum aux pays occidentaux. S'ils souhaitent que l'accord soit prolongé après le 18 mai, ils ont 2 mois pour assouplir les sanctions qui pèsent indirectement sur les exportations agricoles russes. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste un peu plus d'1 mois pour convaincre les Russes de renouveler cet accord pour éviter un nouveau risque d'inflation des prix et donc de crise alimentaire mondiale. Confirmation by the Russian Federation to continue its participation in the Black Sea Initiative for another 60 days. Pour vous donner un peu de contexte, 2 jours avant que je m'y rende, des drones kamikazes ont frappé
le port d'Odessa, qui est une zone sous très haute tension, car hautement stratégique. C'était très compliqué de pouvoir tourner des images dans le port d'Odessa. Les Ukrainiens font très attention parce que c'est un lieu hautement stratégique. Alors je tournais des images un peu en scred avec ma caméra à l'envers pour pas que les militaires m'emmerdent trop. Après attention, hein, j'étais bon élève, j'ai respecté les consignes. Et là-bas, un peu par hasard, j'ai rencontré ce type qui s'appelle Vitali. Vitali, c'est le directeur commercial d'un terminal du port d'Odessa. Et en discutant un peu avec lui, il m'a expliqué comment le port continuait de fonctionner, et ce, malgré les attaques. Port is working in war conditions, and there is no straight attack, there is no any fights here, but we live in danger because of the missile attacks, and we need to stop the war. We need to stop our activities when it's a missile attack approach. And also we are working with the vessels through this grain corridor, and that's also a huge problem because the vessels can't come openly without any problems. They need to pass through the commissions and everything on the Turkish side, and this is also take very long time and very long procedures. That's a problem. Je dois vous dire aussi que je suis un peu mitigé. Ici, je suis avec un journaliste de France Info et un journaliste du Monde. Le journaliste de France Info, il vient de Paris avec moi. Et le journaliste du Monde, il est ici sur place depuis un moment. Et alors, avec le journaliste de France Info, bon, on n'a pas l'habitude de la région, on ne connaît pas du tout. Donc bon, on est un peu flippé par les raids aériens, forcément. Et le journaliste du Monde, lui, il nous dit « Non, mais en fait, il y en a 3 à 4 par nuit, donc à un moment donné... tu peux pas descendre à chaque fois, c'est pas possible. » Autrement dit, le mec nous explique qu'il a désactivé les alertes aériennes et qu'il descend plus du tout en shelter parce que sinon il n'arrive pas à dormir, quoi. Ce que je peux comprendre. Ici à Odessa, je suis surpris parce que en fait tous les commerces sont ouverts, tout fonctionne. Alors évidemment, tu croises 2-3 mecs avec des gilets pare-balles. Tu croises des véhicules blindés de temps en temps, mais globalement, ça a l'air assez normal. La situation économique du pays, mais aussi une partie de l'équilibre alimentaire mondial, tient donc à un fil. C'est aussi ça, l'autre guerre qui se déroule ici. Le conflit n'est pas seulement militaire, c'est aussi des pressions, des sanctions, des blocus, des embargos qui mettent à mal toute l'économie de l'Ukraine. En me rendant dans la gare d'Odessa, j'ai vu des couples se serrer dans les bras pour se dire au revoir, des familles ukrainiennes quitter le pays, et surtout, en plein tournage d'une séquence, un mec de mon âge qui est venu me demander de l'argent parce que sa maison venait d'être détruite et qu'il avait tout perdu. I need help. If you can help me. Ça me fait tellement de peine, putain. Allez, j'avance. Dans ces rues, où la guerre se fait parfois discrète, elle ressurgit soudainement au détour d'un checkpoint, d'un contrôle armé ou d'une alerte d'attaque aérienne. Mais il était temps pour moi de retrouver Louis et Max. J'ai fait 6 heures de bagnole blindée jusqu'à Kiev. Là on est dans une voiture blindée. Ouais, c'est la première fois. Première fois dans une voiture blindée. Là-bas, j'allais m'intéresser à une autre face cachée de la guerre, beaucoup plus discrète, beaucoup plus secrète. Ça c'est le souffle. Ah oui, bah on reconnaît bien. Donc cette tour là, c'est celle-là. Ok. Et ça a eu lieu quand? Le 10 octobre 2022. Alors, vous le voyez pas, mais sur les images que je vous montre se cache un vrai champ de bataille. Une autre guerre fait rage. Une guerre qu'on ne voit pas, une guerre dans le cloud. Le conflit russo-ukrainien, c'est la première vraie guerre sur le territoire européen depuis l'arrivée d'Internet. Le cyberespace est donc devenu un nouveau lieu de combat. On parle alors de cyberguerre. Concrètement, une cyberguerre, c'est un conflit dans lequel des États ou des hackers, par exemple, essaient de s'emparer des données sensibles de leurs adversaires ou de perturber leur système numérique en les piratant, par exemple. Une cyberguerre
cyberguerre, c'est une guerre beaucoup plus discrète qu'une guerre terrestre parce qu'on opère de façon quasi anonyme. Alors parfois, on a l'impression que parce qu'elle se passe pas sur des champs de bataille, la cyberguerre est moins dangereuse. Parce qu'elle fait pas de victimes directes. Mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que, en ciblant des hôpitaux par exemple, une cyberattaque peut avoir des effets nuisibles pour un pays. En volant des informations sensibles ou en nuisant au système informatique de la structure, ce qui peut perturber les soins des patients. The conventional wisdom is that Russia invaded Ukraine starting on February 24th. But the truth is, we started to see the cyber attacks unleashed on Ukraine February 23rd, the day before. It is the first war in human history that is being fought in part in cyberspace. Le 23 février 2022, quelques heures avant l'attaque militaire russe contre l'Ukraine, des banques et des ministères ukrainiens sont victimes de cyberattaques massives. Concrètement, le fonctionnement de leur site est très perturbé. C'est le chaos et très rapidement, la Russie est pointée du doigt. On lui reproche d'avoir conduit cette cyberattaque pour déstabiliser l'Ukraine juste avant de lancer son assaut, ce que Moscou dément. Sur le site du gouvernement ukrainien, on peut lire que l'objectif des Russes est de détruire des données, d'empêcher l'accès des citoyens ukrainiens aux services publics et de déstabiliser la situation du pays, de semer la panique et de susciter la méfiance envers les autorités. On va pas se mentir, au début de la guerre, peu de gens pariaient sur la capacité des Ukrainiens à résister longtemps face aux Russes, aussi bien sur le terrain que dans le cyberespace. Et pourtant, l'armée ukrainienne se bat encore aujourd'hui sur tous les fronts. L'Ukraine déjoue les pronostics et tient clairement le coup. La cyber-résistance ukrainienne est aussi menée par des hackers volontaires, de simples citoyens qui se mobilisent. Je pense par exemple à ce célèbre groupe Anonymous qui se décrit comme des activistes, la contraction de hacker et activiste. Anonymous a déclaré être officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe dès le 24 février 2022. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin. The ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights. Mais je pense aussi à IT Army of Ukraine, cette armée numérique qui a été lancée au lendemain de l'invasion russe à l'initiative du ministre de la Transition numérique ukrainien. Elle est composée de hackers ukrainiens mais aussi de volontaires venus des quatre coins du monde. Faut dire que pour rentrer en cyberguerre, c'est plus facile que de s'investir dans un conflit militaire. Il faut juste un ordi et une bonne connexion. Et des connaissances et des compétences en hacking aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se rendre sur le terrain. Et a priori, on risque pas d'être tué au combat. Si bien qu'en mars 2022, on comptait environ 300 000 membres dans cette cyberarmée. Et alors pour en parler, j'ai donné rendez-vous dans un hôtel de Kiev à Nika. Avant la guerre, c'était une civile spécialisée dans la tech et la data. Aujourd'hui, elle fait partie de IT Stand for Ukraine, un de ces groupes de hackers. Cyber war is really discreet because you can't just, break in and do whatever you want because you will be shut down really quickly. So this is a really subtle operation and you need to find vulnerabilities, whatever you can find, wherever you may find them. And you find those vulnerabilities and then you sit there for a while in those systems trying to collect the data, trying to get sense out of it, without too much hustle. So yeah, we're kind of a citizen army. I actually like how it sounds. Some of the successes that we have, like logistic chains or railways, and most recent, it was connected with the system that helps in distribution of drinks, alcohol drinks, I suppose. They have this, licenses on every bottle, and their operations were crippled for quite a while, so no shops could, get new orders and do this kind of thing. So it's mostly fighting not directly with the government or with the army, but trying to make things more difficult for vast majority of people, however it may sound not in a good way, but we are at war and we're fighting with those weapons that we have. You cannot win the war by just fighting on the battlefield, and you cannot win the war by just fighting in the cyberspace. You need both. L'émergence d'une guerre sur Internet change la donne dans le conflit. Nika et ses équipes aident l'armée ukrainienne en designant des logiciels pirates pour combattre contre les Russes, mais ils attaquent aussi la société russe. Ils essayent de rendre le quotidien des civils russes plus compliqué. Mais la guerre sur Internet, et je voulais en parler, se joue sur un autre terrain hyper important. En fait, quand Nika est arrivée à l'hôtel, elle est venue avec Roman, qui lui aussi fait partie du groupe IT Stand for Ukraine, et lui s'occupe d'une autre guerre numérique aussi importante, voire plus importante que celle des hackers, celle contre la désinformation, la
guerre pour les cerveaux, comme l'appelle Nika. Je crois que c'est important de dire que la cyberguerre, elle passe aussi par l'usage de la désinformation. Dans les médias, sur les réseaux sociaux. C'est donc pour ça que, depuis le début de la guerre, YouTube, TikTok, Facebook ou Insta notamment, déploient de plus en plus de moyens pour lutter contre la désinformation russe, qui se propage en masse, en bloquant des faux profils ou en supprimant des vidéos mensongères qui parlent du conflit. Pour vous donner un exemple, en mai 2022, quelques mois à peine après le début de la guerre, YouTube disait déjà avoir supprimé 70 000 vidéos et 9 000 chaînes liées à la désinformation sur le conflit russo-ukrainien. Information war is mostly about how people perceive the reality. The problem with Russians is that the words they use are not reflecting the phenomena they're describing. So people are living in illusion. For example, Russia promotes their narratives in Europe, saying that there is no such thing like Ukraine, there is no, history of Ukraine as a separate state. It always was a part of Russia, which is not true. But it's quite popular in Europe, such way of thinking, and this is the front of the information war. C'est donc ça, l'enjeu de cette guerre d'information. La Russie veut remettre en cause l'existence même de l'Ukraine et justifie son invasion grâce à de la propagande de masse qui cible certes les Ukrainiens pour les pousser à se rendre à la Russie, mais aussi les Russes pour qu'ils soutiennent l'action du gouvernement et le reste de la communauté internationale pour s'attirer la sympathie des internautes du monde entier. Et cette propagande, les Russes la diffusent en grande partie via les réseaux sociaux qu'on a tous là-dedans. Avec des vidéos, des articles de propagande, mais aussi en utilisant des bots, qui sont des faux profils automatisés, qui interagissent en masse dans les commentaires, ce qui donne l'illusion que beaucoup d'internautes soutiennent cette invasion. Every month, there are 500,000 numbers which are used to register bots in Russia. Does it influence people? Yes. Especially in platforms like TikTok, when you don't have a lot of conscience, when you do not read it deeply, you just go through it. We call bot factories in Russia troll factories, especially if they're done by humans. And especially, some of those comments are done by humans, and then they distribute it through the automated systems. Here in Ukraine, we have some elf factories, as we call it, but we try to make people more conscious. So we fight with facts. We fight with something which makes sense, which can be verified. The thing is that the amount of information we digest after the full-scale invasion started is like 7 to 8 times more. So we are worrying a lot. We want to know what's happening, and we go through all these, news channels in Telegram, Facebook, TikTok, whatever, trying to understand what's going on. And brain is overwhelmed with this amount of information, and you cannot distinguish what's fake, what's not. So yeah, it makes people crazy. Les racines de ce conflit sont profondes. C'est un conflit qui joue entre deux cultures, deux identités qui sont au cœur de cette troisième et ultime guerre cachée. Depuis le début de la guerre, la Russie attaque la culture ukrainienne. Certains monuments historiques ont par exemple été endommagés, voire même détruits par les Russes. Le chiffre que nous donne l'UNESCO en avril 2023, c'est 248. 248 monuments.
Un exemple particulièrement marquant, c'est le théâtre de Mariupol, une ville à l'est de l'Ukraine qui a été la cible de bombardements aériens en mars 2022. En plus de détruire le patrimoine culturel ukrainien, les Russes sont aussi accusés de le piller. Les Russes se servent dans les musées en prétextant que ce qui s'y trouve est russe, pas ukrainien, et que du coup, voilà, ils peuvent se servir. Je caricature, mais c'est presque ça. The Russians did leave some paintings behind. In fact, they didn't seem very interested in Soviet-era artwork. Lenin didn't go with them. But over here, it's just rack after rack, all of these empty vaults. They've been full of paintings. It's all gone. Pour faire face à ça, les équipes de certains musées passés sous contrôle russe ont fait le choix de déplacer leurs œuvres en lieu sûr dans des villes qui ne sont pas occupées par les Russes et loin des bombardements. 22:50. Пролунав дзвінок і сказали, що горить музей. У музей влучила бомба. Шкоди нанесло великої. Музей практично розрушений. У них завдання стоїть знищити нас, українців, знищити нашу культуру, наші традиції, наших людей знищити. Alors oui, en pillant et en détruisant le patrimoine ukrainien, la Russie affaiblit économiquement le pays. Mais pour les Ukrainiens, il y a aussi un vrai message délivré par les Russes à travers ces actes, que résume très bien d'ailleurs le directeur du musée national de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, dans une interview qu'il a donnée au célèbre quotidien américain The Wall Street Journal. L'objectif de Poutine est de détruire l'indépendance de l'Ukraine, d'effacer, de supprimer notre patrimoine et notre héritage culturel. En gros, en détruisant le patrimoine culturel de l'Ukraine, la Russie pourrait effacer et réinventer leur histoire pour créer un nouveau récit national qui ferait de l'Ukraine une terre russe avant tout. D'ailleurs, il y a quelques mois, le ministre de la Culture ukrainien affirmait à BFM TV que cette guerre russo-ukrainienne était une guerre d'extermination de l'identité ukrainienne. On voit très bien que cette guerre, c'est non seulement une guerre d'expansion territoriale, mais c'est une guerre d'extermination de notre identité, parce que c'est notre identité, notre culture, identité culturelle qui est visée. Alors, pour combattre ça, les Ukrainiens prennent les armes. Les armes au sens propre, évidemment, mais ils utilisent aussi l'art pour résister. Depuis le début de l'invasion, on voit par exemple ici, dans les rues de Kiev, de plus en plus de street art engagé, des œuvres réalisées par des anonymes, mais aussi par des artistes reconnus, qui ne sont pas nécessairement ukrainiens d'ailleurs, comme le célèbre street artiste britannique Banksy. Il a dessiné sur les murs de pas mal de villes ici en Ukraine. À Borodianka, une ville au nord-ouest de Kiev, il a réalisé une fresque sur laquelle on voit un petit garçon judoka réaliser une prise sur un adulte, qui est en fait très probablement Poutine. Et d'ailleurs, cette œuvre que Banksy a faite pour apporter son soutien aux Ukrainiens a récemment été imprimée sur des timbres vendus ici dans tous les bureaux de poste du pays. Ceux qui sont à l'initiative de ce truc ont ajouté en bas du timbre « Fuck Poutine ». C'est plutôt clair. Mais côté ukrainien, l'art et la culture ne servent pas uniquement à s'opposer aux Russes. Ils permettent aussi aux Ukrainiens de retrouver un sentiment de cohésion nationale. Comme les Russes s'en prennent à leur culture, qu'ils essayent d'éradiquer leur identité, les Ukrainiens souhaitent se la réapproprier et ils le font de plusieurs manières. Déjà, en se renseignant davantage sur l'histoire de leur pays. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les livres d'histoire se vendent beaucoup plus depuis le début de l'offensive. Not only do I not want to read Russian books, I want nothing more to do with Russians. We have great Ukrainian writers and beautiful great Ukrainian literature, but it's all sold out at the moment. Une autre façon qu'ont trouvé les Ukrainiens pour se réapproprier leur culture et réaffirmer leur identité propre, c'est d'entamer un processus, et on l'a vu sur place, de dérussification. Par exemple, l'été dernier, le Parlement ukrainien a interdit la diffusion de musique russe à la télé ou à la radio et dans certains espaces publics comme les écoles ou les transports. En fait, les références à la Russie sont progressivement effacées du paysage ukrainien. Dans la ville d'Odessa, où j'étais il y a quelques jours, qui est majoritairement russophone, des initiatives ont été mises en place pour résister pacifiquement contre l'occupant et réaffirmer l'identité ukrainienne. Un événement assez marquant de ces derniers mois, c'est le déboulonnement de la statue de Catherine II, l'impératrice de Russie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette statue, qui se trouve sur la promenade du bord de mer de la ville, c'est un symbole d'Odessa puisque Catherine II est celle qui a fondé la ville en 1794. La déboulonner, c'est aussi très symbolique. C'est une façon de se détacher de l'héritage russe et de rappeler que Odessa,
c'est une ville cosmopolite. Alors, avec une histoire russe, c'est vrai, mais surtout avec une histoire multiculturelle. Un autre truc intéressant avec ce processus de dérussification, c'est tout l'enjeu autour de la langue. Les médias français ont commencé à en parler dès le début de la guerre, quand les journalistes se demandaient s'il fallait continuer de nommer la capitale ukrainienne Kiev, qui est la version russophone du nom de la ville, ou plutôt d'adopter le mot ukrainien Kyiv, que vous m'entendez dire depuis le début de ce reportage. Kyiv. 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 En fait, il faut savoir qu'en Ukraine, même si la langue officielle c'est l'ukrainien, beaucoup de citoyens parlent russe. Mais avec l'invasion, un mouvement de réhabilitation de la langue ukrainienne a été lancé et certaines villes ukrainiennes ont d'ailleurs fait le choix de rebaptiser certains noms de rues qui faisaient référence à la Russie. Changement de nom dans un village ukrainien, la rue Lénine est devenue la rue John Lennon, la légende des Beatles plutôt que la figure communiste. D'ailleurs, ce sont pas que les rues qui sont rebaptisées. Petite anecdote, le premier soir à Kyiv, je suis allé boire un verre du coup avec les gars parce que j'étais content de les revoir et moi, naïvement, j'ai demandé presque mécaniquement au serveur mon cocktail préféré, un Moscow Mule. Le mec m'a regardé complètement de travers et j'ai remarqué en le disant que j'avais un peu merdé. Toutes les références à la Russie sont progressivement effacées du paysage ukrainien jusque dans le menu des bars. Les Moscow Mule étaient clairement plus les bienvenus dans ce bar ukrainien et du coup, ce soir-là, j'ai pris un Kyiv Mule. Ça paraît complètement con, mais ça a en fait toute son importance. Quand j'étais à Kyiv, j'ai d'ailleurs fait la rencontre de Yevgen Klopotenko, le Cyril Lignac local, un grand chef, et lui a milité pour inscrire la préparation du borsch ukrainien, un plat populaire à base de betterave, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, alors que la Russie estime qu'il s'agit d'un plat russe. So this is our main dish. It's a borscht. From the 1st of July 2022, it's now World Heritage. So now, literally, you can smell the World Heritage aroma. If we have the gastronomy, we have our culture. The main idea of Putin to say that there is no culture and no country at all, and they say borscht is Russian dish, but Putin now has nothing what to say. They don't have gastronomy. I said, oh no, I'm sorry. UNESCO said that we have gastronomy. So now, after the borscht, they cannot say like the same. They cannot say about the religion the same. They cannot say about our language. So now, war is happening about our identity. Yeah, borscht is a cultural weapon. With this cultural weapon, we are fighting against Russia culture and propaganda. Tiens, juste avant de continuer sur la suite, je voulais vous montrer un rush un peu spécial de cette interview. En fait, on est arrivé dans les cuisines en plein service. On lui a posé quelques questions et au bout de 2 minutes, il s'est passé ça. Here on the pots and then we put to the wooden oven to have this smoke aroma. Là, exactement ici. La tête un peu perdue et gênée qu'il fait, c'est parce que le bruit que vous venez d'entendre, c'est tout simplement une alerte au bombardement aérien qui s'est déclenché. Don't worry, then we will go down on the ground floor and it's going to be a safety place. So it's a new reality how we live in. Spoiler, on n'y est jamais allé. Ouais. C'est aussi ça, le quotidien des Ukrainiens. Si pour Klopotenko, le borscht est une arme de guerre, c'est parce que le vrai combat qui se joue derrière l'invasion russe, c'est celui contre le déni de l'identité ukrainienne, et donc de la légitimité même du pays. En gros, la Russie dit que l'Ukraine n'a même pas lieu d'exister, car elle n'a, selon elle, pas d'histoire, pas de culture, pas d'identité propre, et donc que ces terres appartiennent et reviennent à la Russie. Je crois que c'est ici que tout se joue. La Russie accuse l'Ukraine de n'avoir aucune existence légitime. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent ce projet qui a commencé au XIXe siècle. Déjà, l'Empire austro-hongrois, la Pologne et d'autres pays ont commencé ce projet. Le but était unique, c'est-à-dire arracher les territoires historiques qui sont appelés aujourd'hui l'Ukraine, les arracher à notre pays. Il n'y a rien de nouveau. Poutine a déclaré que les Russes et les Ukrainiens était un même peuple. Et il a envahi l'Ukraine avec cette idée-là. Mais les Ukrainiens résistent pour lui dire qu'eux et les Russes ne sont pas un même peuple. Ils résistent en prouvant au monde entier l'existence de leur culture propre, la légitimité de leur identité nationale et donc les fondements même de leur pays. Les Ukrainiens se battent non seulement pour préserver leurs frontières, mais aussi et surtout pour défendre leur existence et leur culture face à un agresseur qui les remet en question. C'est pour ça que les Ukrainiens résistent. La guerre militaire, économique ou dans le cyberespace sont en vérité des prolongements de la guerre identitaire que Poutine tente de gagner en effaçant et en réécrivant l'histoire à coups de bots, de désinformation, de fake news et de boycott.
Alors voilà, ça fait près d'1 an et demi que la guerre a commencé. Quand on se balade dans les rues de Kiev, on voit partout des affiches « Be brave like Ukraine », soit courageux comme l'Ukraine. Ce qui fait tenir les Ukrainiens, c'est qu'ils regardent déjà vers l'avenir. Ils pensent à leur reconstruction, à l'après-guerre, particulièrement les jeunes que j'ai croisés. Pour faire ce reportage, j'ai d'ailleurs rencontré Dana. Dana, c'est une jeune Ukrainienne qui a fait ses études à Paris et qui est récemment revenue vivre en Ukraine. Elle s'est installée à Kiev pour participer à l'effort de reconstruction. Dana était incroyable. Elle nous a beaucoup aidés sur le terrain. Alors, on voit pas toujours à l'écran les fixeurs et les fixeuses qui accompagnent les journalistes en reportage. Mais j'avais très envie de vous présenter Dana. J'ai déménagé à Kiev, effectivement, parce que c'est le moment crucial d'être ici. Il y a des choses à faire. Il y a l'avenir à repenser, à décrire. Et c'est un moment historique. Je ne veux pas être ailleurs qu'ici. C'est stratégique, en fait, d'être ici. C'est important d'être ici parce que l'avenir de la démocratie, il est en train de s'effectuer sur les lignes de front. Il est dans les mains, littéralement, de nos militaires qui sont en train de se consacrer leur vie pour les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc, c'est là où ça se joue, l'avenir de l'Europe. Grand enjeu pour envisager la reconstruction, c'est d'abord gagner la guerre. Parce qu'on ne peut pas penser la reconstruction sans que la victoire soit apportée. Parce que ça engage beaucoup de questions de sécurité, des assurances. Sans la fin de la guerre, malheureusement, ça sera difficile d'engager des investissements pour reconstruire le pays. On a 1,5 million de personnes qui sont sur le front. Ils vont devoir être réintégrés socialement, accompagnés par la suite, parce que c'est aussi une réinsertion psychologique, parce que vous avez des traumatismes. Certains quartiers de Kiev comme ça sont absolument déserts. Et il n'y a personne. C'est fou, hein? Bon, il est 17h32, ça fait plus de 3 jours maintenant qu'on a quitté Paris. Et on s'apprête bientôt à partir. Ce qui est marrant, c'est que quand on est arrivé, tous les trois, Louis, Max, moi, on flippait pas mal. Enfin, je pense pouvoir dire que c'était le cas. On a pris beaucoup de précautions. On ne savait pas ce que ça voulait dire en fait, un pays en guerre. C'est la première fois qu'on allait sur le terrain comme ça. Moi, ce qui me faisait particulièrement flipper, c'était les alertes aériennes, les alertes de bombardement. Il y en a 3 à 4 fois par jour en fait quand tu te trouves à Kiev. Et la plupart des fixeurs, donc des locaux sur place, nous disaient que en fait, tu pouvais pas vivre. Tu pouvais pas vivre si tu te mettais dans un shelter à chaque fois qu'il y avait une alerte. Alors on a désactivé ces trucs-là de notre téléphone. On a arrêté de lire un peu la presse et les gros titres en réalisant que l'Ukraine c'est un énorme pays. Kiev c'est une très grande ville. Et on a décidé de se mettre un petit peu ces derniers jours au rythme de la ville, au rythme de ses habitants, de sa population. Et en fait on a découvert un autre visage de la guerre. Un visage qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que la vie continue, c'est vrai. Vous pouvez sortir en bar, vous pouvez fumer des clopes avec vos potes, vous pouvez faire vos courses, faire votre sport, vous balader en trottinette. Et de temps en temps, à certains moments dans la ville, la réalité vous refrappe. Vous tombez sur un checkpoint, vous tombez sur une jeune femme qui pleure son copain qui est mort au front, comme beaucoup de jeunes Ukrainiens. Votre téléphone sonne et vous annonce que il se passe quelque chose dans le ciel. Reste que c'était précieux de pouvoir découvrir Kiev et l'Ukraine de manière générale sous cet angle. C'est pas le reportage le plus putaclic que vous allez voir de YouTube, mais on a essayé de montrer au plus près la réalité telle qu'on l'a perçue sur le terrain pendant ces quelques jours. Notre séjour en Ukraine se terminait, et je me posais la question, et nous dans tout ça, la France, est-ce qu'on aide? Sur place, j'en ai parlé avec Clément Beaune, le ministre délégué au transport. Lui est justement venu en Ukraine pour parler de la façon dont la France allait pouvoir aider à la reconstruction du pays. Donc on a quitté l'Ukraine avec mon équipe par le fameux train couchette qui va jusqu'en Pologne, dans lequel se trouvait aussi la délégation du ministre qui l'accompagnait. Et ça a été l'occasion d'en parler avec lui. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est à chaque entretien, j'en ai toute la journée aujourd'hui, avec des députés, avec des ministres, avec le Premier ministre, tout le monde pense déjà à la reconstruction. Et ça m'intéresse parce qu'on parle de reconstruction beaucoup en ce moment. Beaucoup, ouais.
sur un conflit qui est quand même toujours en cours. Bien sûr. Et quand on pose la question combien de temps ça a duré, point d'interrogation sur toutes les lèvres. Ouais, mais alors c'était... Moi, pas trop tôt pour parler de reconstruction, justement? Bah, il est pas trop tôt pour la préparer, mais ce qui m'a frappé, c'est que moi, je pensais qu'en venant leur parler aussi de reconstruction, urgence et reconstruction, ils allaient me dire à chaque fois, à chaque entretien, on parle d'abord de l'urgence, on verra après. Ouais. Et en fait, c'était même plutôt l'inverse. J'étais impressionné par ça, et je pense que c'est aussi un message politique sur le thème on croit à la victoire, on croit à l'après, on veut se projeter dans l'avenir pour se mobiliser aussi. Donc ils ont demandé des choses d'urgence, comme je disais, mais vraiment beaucoup de demandes, c'était faites venir vos entreprises, regardons comment on va construire l'après. Il y a des secteurs comme les énergies vertes, comme les éoliennes, comme les choses qui paraissent décalées quand on est dans un pays en guerre aujourd'hui, qui sont déjà dans leur tête et sur lesquelles ils veulent réfléchir, parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu cette phrase, il ne faut pas qu'il y ait la guerre après la guerre. Et donc il ne faut pas qu'après la guerre, on soit encore dans un monde en Ukraine où il n'y a pas d'avenir pour les jeunes, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, où la seule perspective c'est que les jeunes s'en aillent parce qu'ils ont peur que leur pays soit en difficulté pendant encore des années ou des décennies. C'est un pays qu'il faudra déminer. Bref, il y a des chantiers énormes, mais je pense que c'est aussi un motif d'espoir, mais de préparation super sérieuse de l'après, de la reconstruction. Et j'étais vraiment très très frappé par le fait que c'est eux, encore plus que nous, qui avaient ce mot à la bouche dans tous les entretiens, dans toutes les discussions. Merci d'avoir regardé mon premier long reportage. Vous vous en doutez, c'était un projet assez hors norme à mettre en place. J'aimerais remercier Max, mon prod, et Léa, ma rédactrice en chef, avec qui j'ai entièrement co-construit ce reportage, et Louis, qui nous a accompagnés sur le terrain et qui a signé toutes ces belles images. Merci à Dana et à Marina, nos fixeuses, à Clément Beaune et son cabinet de nous avoir ouvert tant de portes, à celles et ceux qui ont assuré notre sécurité sur place. Je pense notamment à Reporters sans frontières et à Surfshark VPN d'avoir soutenu ce projet de dingue. C'est précieux d'avoir des sponsors qui vous suivent sur le financement de ce genre de doc. Plus que jamais, abonne-toi, viens découvrir mon travail si tu le connais pas encore. C'était Gaspard G. Ciao.